Bienvenue parmi nous, c'est l'heure de la vie en Vosges. Ce soir, on s'intéresse au textile, au Made in France, au Made in Vosges. On parlera de l'entreprise Berjac qui est basée à Dogneuville avec son directeur général Fabrice Bizet. Et puis tout de suite après, en deuxième partie d'émission, un livre qui est sorti sur l'interprétation de nos rêves, comment apprendre à les décrypter. Il est signé Maïté Mola-Petot, entre les deux, le portrait de la semaine et en fin d'émission, bien entendu, l'inévitable quiz sur les Vosges. Mais pour l'heure, nous accueillons notre premier invité, directeur général de chez Berjac, entreprise donc basée à Dogneuville, je le disais, entreprise de 35 ans d'expérience dans la création et la fabrication de vêtements professionnels. Vous êtes aujourd'hui, Fabrice Bizet, le porte-parole. Oui. Bienvenue parmi nous. Alors, Berjac a été créé en 1974 par Bernard et Jacques Mess, d'où le nom de l'entreprise, contraction des deux prénoms. Aujourd'hui, ce sont 20 salariés, à sa tête en tant que PDG, la fille d'un des deux fondateurs, Brigitte Mess. Une équipe de Vosges Télévisions était venue vous rendre visite le 17 novembre dernier. On va redécouvrir ce reportage et puis après, je vous laisse bien sûr développer et vous exprimer sur ce sujet. Il est signé Geoffroy Tridon, Denis Lequienne et Anne Didier. La filière textile s'est diversifiée mais surtout spécialisée. La preuve en est avec Berjac, fondé en 1974 par deux frères, Bernard et Jacques, qui ont fait du vêtement professionnel leur marque de fabrique. Une entreprise qui est restée familiale puisqu'aujourd'hui dirigée par Brigitte Mess, la fille de Bernard. Ici à Dogneuville, on recherche avant tout la solidité et l'utilité, tout en s'adaptant aux propriétés des tissus qui habilleront les différentes professions. Il y a certaines exigences, par exemple pour les électriciens, il ne nous faut pas de partie métallique. On va avoir des anti-acides pour les gens qui travaillent dans des milieux plus chimiques. On peut avoir des anti-explosifs, des vêtements multirisques. Donc il y a vraiment une grande palette de vêtements techniques très différents les uns des autres en fonction des métiers. Donc on a quand même beaucoup évolué dans le vêtement de travail. Et, le temps où on mettait du bleu, l'expression même bleu de travail est appelée à disparaître parce qu'aujourd'hui on est dans toutes les couleurs, mais plus tellement dans le bleu. Berjac habille des entreprises locales, principalement issues du BTP, ou encore des communes comme Remiremont ou Besançon. La direction privilégie les circuits courts pour l'achat des tissus, d'où les labels Vosges et France Terre Textile. On essaie de mettre en avant des tissus de qualité, donc qui sont, s'il y a moyen, fabriqués en France, et encore mieux dans les Vosges si on peut trouver. On essaie de valoriser le produit qui est fait sur le terrain, d'autant que les Vosges, on a une grande tradition textile derrière nous. Donc notre intérêt, c'est de dire que le textile n'est pas mort dans les Vosges, il y a encore un avenir. Passage obligé, Berjac continue d'investir dans des machines afin de gagner en autonomie et en temps, en évitant de passer par des prestataires. Mais ici, la direction a conscience que l'humain aura toujours une place importante dans le processus de fabrication. Sur les 21 salariés, 18 sont des femmes. Je suis fière d'être là, quoi. C'est très important qu'on puisse être toute une équipe de femmes et en plus, comme c'est une petite entreprise, je veux dire, on s'entend toutes bien, on est là pour s'aider. Ce qui me plaît dans le fait qu'on a beaucoup de femmes ici, c'est que même les métiers qui étaient exclusivement réservés à des hommes hier sont aujourd'hui des métiers qu'on peut faire avec des femmes parce que le matériel a suffisamment évolué pour qu'il y ait moins de port de charge, moins de travaux difficiles. En proposant plus de 250 modèles par an, Berjac s'est forgé une réputation. Le chiffre d'affaires est en constante progression et atteint cette année plus de 2 millions d'euros. Voilà, donc on comprend par le biais de ce reportage que le vêtement de travail a beaucoup évolué. Brigitte Mess nous le dit. D'ailleurs, même l'expression bleu de travail tend à disparaître. Alors aujourd'hui, il semblerait que dans ce gros virage que vous preniez, on soit sur du vêtement qui est un peu à l'image de l'entreprise. C'est un petit peu ça l'idée. Alors en fait, oui, Brigitte Mess a développé toute une gamme de vêtements qui habillent l'entreprise à son image. Pour ne pas citer Clairefontaine, ils ont des vêtements qui sont bleus et blancs comme leur ramette de papier que tout le monde connaît. Et pour chaque entreprise, on essaye de dégager l'image de l'entreprise et de la transfigurer dans le vêtement de travail. Alors, c'est un gros pari, c'est un coût pour les entreprises qui veulent bien jouer le jeu. Et on est parti aussi après de cet état qu'il faut avoir des vêtements qui sont de plus en plus confortables et aussi que les gens, quand ils sortent de leur lieu de travail, parfois ils aiment bien être quand même habillés correctement et pas forcément en bleu de travail. Donc on essaye de développer des vêtements qui soient confortables, qui aient un look, qui soient plus des vêtements de trekking que des vêtements de travail. On essaye d'innover, on essaye de mettre de l'élastane dans le vêtement de travail pour que les gens, quand ils s'agenouillent, ça se suive. On développe vraiment une gamme de vêtements prêts à porter, mais pour le travail. Ouais, c'est vrai qu'on oublie le fameux bleu Bugatti que nos grands-pères portaient. Oui, ça n'existe plus. En tête. Voilà, en tête. Le bleu de travail, c'est fini. D'ailleurs, on en vend très peu maintenant. On vend beaucoup de gris,
avec un peu de rouge, avec un peu de jaune. On est plus sur du bicolore même. Bicolore, voilà, ouais, tout à fait, bicolore. Ouais. C'est ce qui ressort, les gens veulent du bicolore, souvent à l'image du logo de l'entreprise, et c'est ce qui fait qu'on a notre carte à jouer dans ce métier qui est difficile. Ouais, mais puis du coup, ils sont fiers de porter les couleurs de l'entreprise. Enfin, je pense que tout le monde est gagnant-gagnant finalement dans ce genre d'opération. Les entreprises, on les reconnaît dans la rue. Ouais. On a des clients qui mettent des budgets dans l'image juste pour certains clients mettent une grosse broderie sur la cuisse de leur pantalon qui coûte parfois 30% de la valeur du vêtement, mais c'est de la communication. C'est de la communication. Vous bénéficiez du label Vosges Terre Textile, c'est très important pour vous, parce que vous dites que c'est un retour au régionalisme et pour des personnes qui, comme votre entreprise, font du 100% français, parfois du Made in Vosges quand c'est possible. C'est complètement raccord avec vos idées et puis c'est une véritable vitrine finalement sur votre savoir-faire. Oui, alors nous, l'entreprise fabrique dans les Vosges depuis 1974. C'est pas facile de se placer sur les marchés en fabriquant dans les Vosges. Je regardais avant de venir sur l'émission, le SMIC tunisien aujourd'hui, c'est à peu près 150 €. On est 9 fois plus cher en France, au minimum. Donc c'est pas facile de placer ces vêtements. Alors aujourd'hui, avec cette vitrine Vosges Terre Textile, tous les industriels qui fabriquent dans les Vosges sont derrière ce label. On peut le promouvoir. Paul de Monclos et Cyrielle font un travail phénoménal pour promouvoir le label. Ce sont les gens du label. Voilà, c'est le président du label et le président de Garnet-Thiebaut. Je le remercie on les remercie pour tout le travail qu'ils peuvent faire pour ce label, parce que nous, on est des petits acteurs du label, parce qu'on est une petite entreprise, on n'a pas de chargé de com, mais eux derrière remuent les choses, ont de bonnes idées, et nous, à notre niveau, on les aide comme on peut. Et le label, quand mes commerciaux maintenant viennent avec un devis chez un client en disant voilà, nous on est Vosges Terre Textile, on est acteurs, on ne peut pas toujours labelliser les vêtements parce on essaye de travailler le plus proche de la France, mais les fabricants de tissus en France, il y en a quelques-uns, mais on importe un peu en Europe, donc là on ne peut pas toujours labelliser, mais en tout cas on est acteur du label, on défend les valeurs du label, et France Terre Textile va encore donner une plus grosse vue au label, quoi. Donc c'est vraiment important pour nous. Et comment ? Alors aujourd'hui, ce sont à peu près 500 clients qui vous font confiance. Certains ont une gamme été, une gamme hiver, donc ils font appel à vous 2 fois par an. Dans vos valeurs, vous êtes également proche de l'écologie et du tissu Ecotex. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors en fait, Ecotex, c'est une norme. On vérifie que le tissu n'utilise pas de substances chimiques qui ne sont pas bonnes pour la santé ni pour l'environnement. Ce qui garantit aussi que les porteurs, qui les portent toute la journée en général, ne vont pas subir d'allergies ou ce genre de choses, quoi. Vraiment, Ecotex, ça garantit un tissu qui est fait dans les règles de l'art et qui prend soin de l'humain et de la nature, quoi. Voilà, clairement. Donc tous nos vêtements sont Ecotex. Vous le citiez un peu, c'est comme le sport, vous êtes à la pointe de tout ce qui se fait aujourd'hui dans le mieux-être finalement. Et je rebondis un petit peu là-dessus, on travaille aussi avec Eric Néry par Vosges Terre Textile. Voilà, c'est des Vosges. Voilà, c'est des synergies qui se sont développées grâce au label, parce qu'on ne connaissait pas tout le monde, et on développe avec lui des t-shirts antibactériens, anti-UV, haute visibilité, pour que les travailleurs sur la route soient vus, mais aussi ne prennent pas de coups de soleil à travers le vêtement. Et pour la transpiration, c'est des métiers durs, c'est des vêtements traités antibactériens. Donc on arrive à avoir ce genre de choses fabriquées là 100% Vosges. Excellent. Voilà. C'est incroyable le progrès qui a été fait dans le vêtement professionnel en très peu de temps finalement. On arrive dans le vêtement connecté, on a quelques clients qui nous demandent maintenant des gilets à LED qui clignotent sur le bord de la route. Colas nous a fait une grosse demande à ce sujet-là. Donc le vêtement connecté arrive aussi dans le monde du travail. Bon, on parlait d'écologie, vous êtes sur certains produits labellisés Max Havelaar également, donc là pareil, c'est une philosophie, c'est un état d'esprit, c'est une manière de penser. Alors voilà, la manière de penser, on l'a toujours eu. Après, de grands donneurs d'ordre nous ont demandé de pouvoir labelliser Max Havelaar. Alors Max Havelaar, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du commerce bioéquitable. Donc c'est surtout connu au supermarché pour le café, le chocolat, la banane. Et dans le tissu, il n'y a pas de coton en France ni en Europe. Donc en fait, nous, ça garantit que nos vêtements labellisés Max Havelaar utilisent un coton bioéquitable et un polyester recyclé, et que les gens qui produisent ce coton sont rémunérés correctement par rapport à leur travail. Mais derrière tout ça, il y a un organisme de certification qui s'appelle Flowcert, et qui vient vérifier aussi que nous, de notre côté, on fait le nécessaire du côté environnement, du côté sociétal. Donc on a un audit RSE en fait qui a été fait par SGS chez nous tous les ans. Tous les 2 ans. D'accord. Et on sonde nos salariés pour savoir s'ils sont bien traités dans notre entreprise. On vérifie toutes nos fiches de paye, on vérifie les extincteurs, on vérifie les engins de levage. Enfin, c'est vraiment un audit très très large.
Et si cet audit-là n'est pas validé, on perd le label. Donc le label protège les fournisseurs de tissus ou de bananes, mais aussi les gens qui vendent ce label. Et en contrepartie de quoi, chaque vêtement labellisé, on verse un pourcentage à Max Havelaar. D'accord, donc transparence et traçabilité chez Bergerac également. Le marché est difficile, hein, on le sait, c'est pas un scoop. Les marges sont parfois faibles. Brigitte Metz disait dans le reportage, le textile n'est pas mort dans les Vosges. Vous partagez ce point de vue. Il y a un relan qui est en train de se mettre en place. Alors il y a un retour, nous aux Français, on pensait vraiment un retour aux Français, il y a un retour au régionalisme. Certaines régions l'ont compris avant nous, je pense qu'il y a des régions fortes comme l'Alsace qui ont toujours défendu le régionalisme. Donc nous, on sent un net retour par rapport à ça. Donc non, le textile n'est pas mort, nous depuis quelques années, le chiffre d'affaires progresse quand même, malgré un contexte difficile. On embauche aussi. Alors, on n'a pas remplacé tous les départs en retraite, mais aujourd'hui, on commence à se dire on va peut-être embaucher. Donc là, on commence déjà à créer un poste. On va sans doute créer un poste l'année prochaine, si le bilan n'est pas mauvais. Et voilà, c'est des bonnes nouvelles. Alors, pour une société comme nous, 20 personnes, c'est pas grand-chose, mais si toutes les entreprises de 20 personnes commencent à embaucher, c'est une belle chose, quoi. C'est une belle aventure, le textile. Hein. Moi, je suis dedans depuis 2 ans, mais on se bat tous les jours. Là, c'est sûr, on sait pourquoi on se lève le matin. Le contexte est difficile, mais il y a des gens motivés. Et dans les Vosges, par le label, on sait que tous les industriels sont motivés. Vous êtes un bel ambassadeur, en tout cas, Fabrice Bizet. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On a vu votre site internet, si justement de potentiels clients veulent en savoir plus. Et puis, vous ferez partie des portes ouvertes de la CCI aussi du 17 au 27 mars, hein, l'occasion d'ouvrir vos portes, de voir comment vous travaillez chez Bergerac. Voilà, exactement. On va s'intéresser maintenant au bénévolat. C'est l'heure du portrait de la semaine. Alors encore un convaincu et un passionné cette semaine, il est bénévole au sein de France Alzheimer. Il s'agit de Jean-Claude Clément. Le reportage est signé Jean-Christophe Defranou. Donc France Alzheimer, c'est une association qui vient en aide aux malades, à leurs familles, à leurs proches. Et puis nous au niveau de ce qu'on fait ici, les bénévoles, ce sont surtout des après-midi conviviales, 2 fois par semaine, les mardis et les jeudis. 3 heures, de 14h à 17h. Et c'est principalement ludique, c'est surtout ludique. Ça faisait 1 an que j'avais perdu mon épouse, je me retrouvais seul, avec de moins en moins de contacts, en me sentant un peu inutile aussi, hein, faut admettre, donc j'étais pas bien. Et puis un jour où j'étais vraiment pas bien, je me suis rendu compte qu'on était mardi et que je vais aller les voir. Et puis j'ai joué aux cartes avec certains malades. Puis ça s'est super bien passé. Et puis aujourd'hui, je pourrais plus m'en passer, quoi. Ça fait partie de ma vie. Aujourd'hui, si je faisais pas ça, il me manquerait vraiment quelque chose, quoi. Il y a une chose, c'est que la plupart, quand ils arrivent, ils sont heureux d'arriver ici. Moi, ce qui me rassure, et ce qui nous rassure tous d'ailleurs, c'est qu'il y a seulement 6 mois, on était en moyenne 15-16 personnes. On accueillait en moyenne 15-16 personnes. Et ça fait 2 mois là, on est à 20, 22, 23. Quoi. Donc, et les gens qui sont venus, en principe, ils reviennent et ils aiment venir ici. Nous aussi, ça nous fait du bien parce qu'on sait que ce qu'on fait, on ne le fait pas pour rien. Hein, parce qu'on a des retours. On a des retours et on a des personnes très gentilles qui nous disent franchement, ce que vous faites, c'est super. On n'est pas là pour avoir des merci si on ne le fait pas pour ça. Mais ça nous fait du bien. On sait que ce qu'on fait, je pense qu'il faut qu'on continue comme ça. Admiratif de gens comme ça ? Oui, heureusement qu'il y a des gens qui donnent encore un peu de leur temps dans une société un peu individualiste. Non, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Moi, ma grand-mère était dans un bloc Alzheimer, donc j'ai été touché de près par alors, elle avait maladie. C'était pas Alzheimer, mais c'était une maladie assimilée. Et donc, oui, quand on les voit partir tranquillement, mais on les perd un peu avant qu'ils décèdent, parce qu'il n'y a plus leur âme, c'est plus les mêmes. Ça fait plaisir d'avoir des gens qui s'occupent d'eux comme ça, et puis de laisser aider un peu de souffle. Les aidants, comme on dit. Et puis de laisser du souffle à ceux qui s'en occupent. En l'occurrence, c'était ma maman. Et voilà, ça permet de
de souffler un peu. De se reposer un petit peu parce que c'est difficile. Ce sont des maladies très très lourdes. On va vous présenter notre deuxième invité maintenant, Fabrice Bizet. C'est quelqu'un qui aime donner des conseils. Elle n'en est pas à son premier ouvrage. Le dernier né nous aide à apprendre à interpréter nos rêves. Elle est titulaire d'une licence de biologie et de géologie. Elle s'intéresse à la naturopathie, à l'ésotérisme. Nous accueillons Maïté Mola-Petot. Bienvenue parmi nous, Maïté. Bonsoir. Alors, un ouvrage qui va nous rendre experts sur l'interprétation des rêves. Alors, quand on entre dans ce livre, forcément, vous nous délivrez des messages, on va y revenir. Mais avant toute chose, je voudrais déjà qu'on redéfinisse un petit peu les choses. On pourrait dire qu'il y a 3 grandes catégories de rêves. Alors, quels sont-ils et qu'est-ce qu'ils nous disent, ces rêves-là ? Alors, si on veut faire des catégories, ce qui n'est pas toujours évident, parce qu'au sein d'un même rêve, ça peut se mélanger. Effectivement, on peut dire qu'il y a en gros les rêves prémonitoires. Donc, voilà, c'est que vous allez voir soit sous forme symbolique, soit très exactement comment ça va se passer plus tard, voilà, pour vous. Alors, un détail personnel ou alors une grande catastrophe du style un tremblement de terre qui arrive, par exemple. Donc les rêves prémonitoires, les rêves lucides, alors ça les gens savent pas toujours que ça existe, mais en gros c'est la faculté de se rendre compte au sein du rêve que je suis en train de rêver. Ouais, ça m'arrive souvent moi. Voilà, et ça, et alors là c'est génial parce qu'à partir du moment où vous vous rendez compte que vous êtes dans le rêve, vous faites ce que vous voulez. Parce qu'on peut diriger le rêve, voilà. Vous dirigez comme vous voulez, vous vous éclatez, enfin voilà. Et on se fait plaisir. Voilà. Et il y en a qui l'utilisent vraiment pour régler des problèmes, etc. Il y en a qui vont loin avec ça. Et puis, il y a le reste, tous les rêves qui se déroulent sans forcément que ça bascule en rêve lucide et qui nous racontent toutes sortes de choses bien étranges et qui demandent à être interprétés. Et donc, en gros, le livre parle de ces rêves-là pour essayer de guider le lecteur dans l'interprétation de ses propres songes. D'accord. Alors, quand on pense à rêve, on pense à cauchemar, forcément, on en fait tous aussi. Alors, vous dites que nos cauchemars, ils nous disent quelque chose, à nous d'entendre ce message, et si on l'entend pas, les cauchemars continueront à être là comme s'ils venaient nous titiller en disant « mais sois donc attentive à ce que je veux te dire », c'est un peu ça. Oui, voilà, parce qu'en fait, un cauchemar, c'est un message de la psyché, du psychisme, qui en a marre, qui dit qu'il veut respirer, quoi, qu'à un niveau ou à un autre, il y a un problème à régler. Donc forcément, si on veut pas se pencher sur le problème, ça va continuer, quoi, soit avec un autre cauchemar, soit en refaisant le même, mais voilà, quoi, ça va pas bien se passer, puisque en fait, quelque part, c'est votre esprit, votre âme, votre vrai vous, qui dit non, attends, là, le déni sur cette question-là, t'arrêtes. Donc vous, à l'état de veille, vous faites non, c'est bon, je m'en occuperai plus tard. Puis dans le rêve, c'est non, là, ça peut plus durer, tu vas t'en occuper maintenant. Il nous rappelle à l'ordre, en fait. Voilà. Un cauchemar, c'est un rappel à l'ordre, et en général, si on le fait sous forme de cauchemar, c'est justement qu'on n'a pas reçu les messages qui sont venus avant et qui étaient peut-être dits d'une façon plus douce, mais voilà, parce qu'on les a pas remarqués, on sait peut-être pas interpréter ses rêves. Donc au bout d'un moment, le psychisme passe à la vitesse supérieure. Envoie un message clair. Bon, là, tu vas t'occuper de ça, ça suffit, quoi. D'accord. Voilà. Un rêve, pour vous, c'est un peu comme une langue étrangère, c'est-à-dire que, au début, effectivement, on ne comprend rien, mais plus on s'entraîne, plus on arrive à le décrypter, puis après, ça devient presque naturel. Oui, exactement, c'est ça. C'est au début, on cherche, quoi. On prend des notes, on note le rêve, on regarde dans des livres, quoi. Bon, alors attends, ça parle de quoi? Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Et c'est comme une langue étrangère où quand vous l'apprenez et vous avez une conversation dans cette langue avec quelqu'un, quelque part, vous êtes obligé de vous faire la traduction. Tout à fait. Et au bout d'un moment, vous cherchez plus, vous répondez c'est vraiment, naturel. C'est naturel. Et là, c'est pareil. Au bout d'un moment, vous rêvez, vous vous réveillez, vous savez déjà ce que ça veut dire, quoi. Vous l'avez compris au fur et à mesure. D'accord. Mais des fois, on peut se tromper dans l'interprétation. Voilà. Au début, on se trompe. Ça peut arriver qu'on se trompe. On est humain, c'est sûr. Mais justement, c'est là où on apprend à connaître ses propres codes, quoi. Une fois qu'on a fait la boulette une fois, on dit ah oui, moi je saurais quand c'est ça. Ça peut plutôt me dire ça. Il faut que je sois attentif aux messages. On apprend, quoi. C'est comme quand on apprend la langue étrangère. Des fois, on se trompe de mots, mais au final, on y arrive. D'accord. Alors, est-ce qu'on rêve tous? Est-ce que c'est vital, viscéral de rêver?
Oui. Alors, on rêve tous. Simplement, tout le monde ne s'en souvient pas. D'accord. Mais on rêve. Ça a été mis en évidence par des études scientifiques divers et variées. Et maintenant, il y en a des dizaines qui se sont penchées sur le sujet. Donc, c'est sûr, c'est certain. On rêve tous. Ils le savent en nous branchant des électrodes. Et puis, ils enregistrent les différentes phases de rêve qu'on traverse, les différents types d'ondes. Et donc, chez tout le monde, on retrouve le type d'onde correspondant aux phases de rêve. Simplement, il y en a qui ne s'en souviennent pas au réveil. Mais donc, tout le monde rêve. Et les animaux qui ont un cerveau proche du nôtre, c'est-à-dire les mammifères, rêvent aussi. Les autres animaux, je ne sais pas encore si ça a été étudié, mais votre chat, votre chien, votre cheval ou votre cochon d'Inde rêvent comme vous. D'accord. Vous nous disiez hors antenne qu'il a été prouvé scientifiquement que si on ne rêve plus, on meurt, en fait. Voilà. En fait, chez les personnes chez lesquelles on a constaté, par exemple, suite à des traumas crâniens qui avaient touché certaines zones précises du cerveau ou suite à la prise de certains traitements médicaux, un arrêt de la phase de rêve, ce sont des personnes qui déjà risquent de développer des pathologies sévères de type schizophrénie, enfin ce genre de choses, et qui de toute façon finissent par mourir d'épuisement parce qu'en fait, le corps a beau avoir l'air de dormir, c'est comme s'il n'arrivait pas à se régénérer. Et donc, ça peut même aller jusqu'à entraîner la mort au bout du compte. Oui. Donc, il faut qu'on rêve, c'est vital. C'est pas obligé qu'on s'en souvienne, ça n'influence pas sur votre durée de vie. Oui, heureusement. Mais il faut rêver, il faut cette phase de rêve. Fabrice, vous en pensez quoi de tout ça? Moi, je suis rassuré parce que je me rappelle pas de mes rêves, donc je pense que je rêve. Je suis toujours là. Je suis toujours là. Donc mais vous êtes vivant, donc vous rêvez. Voilà, parfait. Il faut lire le livre, peut-être que ça va... Ça veut dire quoi quand on ne se souvient pas de nos rêves? C'est pas forcément... c'est pas négatif. Voilà, c'est pas forcément négatif. C'est pas qu'on a un problème ou qu'on veut pas à tout prix s'en souvenir. Ça peut être question de sensibilité. On peut cheminer dans la vie, apprendre à mieux se connaître par autre chose que les rêves aussi. Donc tout le monde n'a pas besoin du rêve. C'est peut-être que vous, c'est pas votre truc, tout simplement. Qu'en ce moment, vous êtes trop dans d'autres activités. Voilà, la phase rêve. La phase rêve, du coup, elle est un peu passée à la trappe. Mais c'est pas grave si vous avez d'autres moyens d'épanouissement dans votre vie. Et peut-être qu'un jour, sans le vouloir, en vous lançant dans une activité quelconque, une activité artistique, un sport, n'importe quoi, je sais pas, ça va vous reconnecter à cette partie-là de votre être, et puis vous vous remettrez à nouveau à vous souvenir de vos rêves. Mais du moment que vous rêvez, c'est le principal. Bon, vous nous tiendrez au courant? Sans problème. Bon, en attendant, donc, ce livre, l'interprétation des rêves, est trouvable absolument partout. Je vous le conseille, si vous voulez en savoir plus sur le contenu de vos nuits. Et puis, on précise, parce que Maïté Molapeto est une femme au grand cœur, donc l'argent des livres ira à une association qui est intitulée Envie de vivre. On voit le site internet sur nos écrans, qui paye les soins vétérinaires et la nourriture d'animaux abandonnés. Et ils sont également trouvables sur Facebook, si vous voulez les soutenir aussi par un autre moyen. On va se tester sur les Vosges. Vous êtes des experts des Vosges? Non, lui en textile, moi en rêve. Après, il faut voir. On va voir ce que ça donne. C'est l'heure de la vie en Vosges, le quiz. La première question va apparaître dans vos écrans. Le 4 février 2010, le conseil municipal d'Épinal décide à l'unanimité de donner le nom de Philippe Séguin à une rue. Mais comment s'appelait cette rue avant ? Proposition numéro 1, la rue du Merle Blanc. Proposition numéro 2, la rue du Maréchal de Lattre de Tassigny. Proposition numéro 3, la concentration des invités. La rue Jules Ferry. Allez, Fabrice, je commence. Non, je vais commencer avec Maïté, parce que je préférais que la deuxième soit vous qui commenciez. Alors, vous nous dites. Au pif, on va dire la rue du Merle Blanc, parce qu'il me semble que les deux autres existent encore, mais je ne suis pas sûre. D'accord. Vous dites, c'est une excellente réponse. C'est la rue du Merle Blanc, située dans un quartier où la mixité sociale a été privilégiée. C'est Philippe Séguin lui-même qui avait émis le souhait que cet endroit porte son nom. Elle a été inaugurée en présence de François Fillon. On voit les images sur nos écrans, qui était à l'époque Premier ministre. C'est prometteur. Pour l'instant, c'est un sans faute. Question numéro 2. Si il y a bien une créature magique dont on relate la présence partout dans les Vosges, c'est celle de la fée. Comment s'appelait celle qui était la plus crainte ? Proposition numéro 1, la fée Mélusine. Proposition numéro 2, la fée Viviane.
Proposition numéro 3, la fée Polybotte. Je vais commencer avec Fabrice parce que je crois que Maïté est assez connaisseuse question fée, donc... Alors moi je dirais la fée Viviane. Vous dites la fée Viviane, et Maïté, vous dites... J'avoue que j'ai un doute. Ah, parce bah que si je vous apprends des choses, tant mieux. On en apprend tout le temps, tout ça le temps. c'est clair. Mm. La plus crainte, en fait, c'est ça, la pire réputation. Ouais, et dans les Vosges, hein. Oui, dans les Vosges. C'est une fée vosgienne, hein. Non, franchement, je ne sais pas du tout. Bon, Viviane, c'est plus, je pense, du côté de la Bretagne et tout, mais des fois, on récupère d'une région à l'autre, donc... Parce que Viviane était quand même crainte, hein. Je veux dire, elle a fini par emprisonner elle est peut-être pas vosgienne, voilà, faut voir. Alors, allez, on se décide. Allez, la Polybotte, parce qu'elle est mignonne, celle-là, elle a un nom marrant, alors... C'est la fée Polybotte, c'est ouais, une excellente génial. réponse, que l'on situe souvent près d'Uzemain. La légende dit qu'un chevalier du duc de Lorraine se perdit un jour dans sa grotte et refusa les avances de celle qui avait les traits d'une grande femme ridée. Bon, vous la voyez là, à l'image. Elle boucha alors l'entrée de la grotte avec un énorme bloc de glace pour l'emprisonner à jamais. Et il se dit que dans ce lieu, il y a souvent de la glace permanente et ce serait à cause avec le réchauffement climatique, il va être délivré. Hein. Son calvaire arrive à la fin, tout va bien. On va se quitter avec l'image du jour. Donc là, c'est la deuxième semaine où on est un petit peu dans une thématique fête de fin d'année, c'est normal. Qu'est-ce que les rois mages... C'est de la révision, ça. Oh. Fabrice est dégluti. Qu'est-ce que les rois mages ont apporté en offrande? Faut citer les 3 trucs. Ouais. Bah déjà, vous savez qu'il y en a 3, ça. Ouais, c'est un bon début. Alors là, vous pouvez vous aider, hein, tous les deux. Que... Vous, 0. Voilà. Alors, la myrrhe, l'encens. J'ai un doute sur le 3e, l'or. Hein. Ah, peut-être, oui. Oui, la myrrhe, l'encens et l'or. Excellente réponse. Et comment s'appelaient les rois mages? Alors, Balthazar... Balthazar. C'est comme les 7 nains, il en manque toujours un. Voilà, oui. Ouais, et il en manque toujours un. Balthazar, Melchior, Gaspard. Oui, oh, mais vous êtes étonnés de vous-même, là, j'ai l'impression. Non, mais excellent, excellent. Merci, en tout cas, à tous les deux d'avoir été les invités de La Vie en Vosges. Je rappelle qu'on retrouve tous les renseignements qui ont été donnés dans cette émission sur le site internet de Vosges Télévisions. Cette émission est visible en replay pendant 5 semaines. Merci d'avoir été parmi nous. Très bon moment sur notre antenne et rendez-vous la semaine prochaine.